Notre invité cette semaine, Serge Ménard. Serge Ménard, bonjour. Bonjour. Bienvenue Pascal. à Mémoire. Merci. En 1994, vous êtes... Oui, alors là, c'est l'élection générale. Oui. Donc, vous gagnez et finalement, vous obtenez la sécurité publique. Oui. Comment vous recevez ce mandat-là? Bien, à vrai dire, difficilement. Parce qu'on vous voyait à la justice, mais Oui. finalement, c'est la sécurité publique. Oui. Mais ça, à quoi, évidemment, moi, ce que je voulais être, c'était ministre de la Justice de la nouvelle Constitution Oui. de l'État souverain du Québec. Alors là, sécurité publique, c'était... J'ai pas réalisé le service qu'on m'a demandé. Mm-hmm. Ah oui? Parce que la sécurité publique, c'est dans les journaux, c'est pas tous les jours, c'est extrêmement médiatisé. D'autant plus que les journalistes déjà m'aimaient pas mal. Et j'ai eu une visibilité absolument extraordinaire. Et puis, il y a aussi les événements. Bon, le problème le plus important puis le plus difficile, c'était la guerre des moteurs criminels. C'est là qu'on a créé, l'escouade Carcajou. Cette escouade-là a quelque chose de très particulier. Nous avons été les premiers dans le monde à faire ça. C'est que vous savez, la lutte à la criminalité, la qualité de la lutte dépend de l'information qu'on a sur le milieu criminel, etc. Et évidemment, ces informations-là sont gardées secrètes. Elles sont gardées secrètes pour pas évidemment que les bandits sachent ce que la police, c'est sur eux, etc. Mais aussi parce que c'est ce qui permet au corps policier de faire les belles arrestations dans lesquelles ils sont médiatisés. Ils sont un peu orgueilleux là-dessus. Donc, il y a une culture du secret d'un corps de police à l'autre. Alors, la caractéristique de l'escouade Carcajou, c'était les escouades mixtes. C'est-à-dire, les enquêteurs sont toujours en deux par deux. Alors, dans les escouades Carcajou, un enquêteur de la Sûreté du Québec avec un enquêteur de la police de Montréal, qui ont donc chacun accès à des banques d'informations. Et ça, j'étais convaincu que ces banques-là étaient complémentaires. Mm-hmm. Et effectivement, c'est ce qui a fait le succès de l'escouade Carcajou. Donc, vous faites des réformes à la sécurité publique. Parlez-moi des deux éléments qui sont restés avec le temps, là, qui ont été vraiment fondateurs. Je pense que nous avons des forces de police les plus honnêtes au monde. Et parce que je leur ai mis l'obligation de dénoncer. Un policier qui voit un autre policier commettre une infraction ou avoir un comportement qui n'est pas digne, comme par exemple battre un détenu, etc., a l'obligation de le dénoncer. Évidemment, mon intention, c'était pas de poursuivre, mais c'était de prévenir. Maintenant, l'autre, c'est la sécurité publique. C'est quand il y a des très grands désastres, l'aspect sécurité. Des plans d'urgence. Oui, la sécurité, ce qu'on appelle la sécurité civile. Oui. Mm-hmm. J'ai créé l'obligation pour toutes les municipalités d'avoir d'avoir effectivement un plan d'urgence dans lequel essentiellement c'est l'identification des risques qu'il y a dans ta municipalité. Parce que les usines, par exemple,
si vous êtes au bord de l'eau, les choses, les incendies, etc. Identification des risques, identification des ressources que vous avez et l'application de vos ressources. Puis les niveaux aussi de risque et de désastre sont classés. Et plus les niveaux sont hauts, plus l'intervention du gouvernement supérieur vient compléter les gouvernements inférieurs. Et j'ai dit, si votre plan d'urgence, vous le présentez au ministère, et s'il est approuvé, je vous donne l'immunité contre les poursuites judiciaires. Et je pense que tout le monde peut remarquer que quand il arrive des désastres, bon, d'abord, les gens savent où aller. C'est prévu. Hein. C'est soit des motels, ça peut être aussi dans des circonstances exceptionnelles, dans des gymnases. Les endroits sont prévus où les gens vont. Ils reçoivent des indemnités. Parce que les indemnités sont prévues. Donc, on n'a pas encore... Avant, on devait procéder par des arrêtés ministériels ad hoc dans chacune des circonstances. Donc, 1994, une fois au pouvoir, le gouvernement Parizeau prépare le référendum sur l'avenir du Québec. Quel rôle avez-vous joué dans cette campagne et dans toute cette période-là? Ma conviction, à l'époque, était « donne le meilleur gouvernement, puis les gens vont voter avec nous. » J'ai fait mon travail dans mon comté. C'est sûr que je faisais beaucoup de téléphone pendant la campagne référendaire, mais je n'ai pas joué de rôle particulier, autre que ma conviction, c'est que si je faisais bien mes affaires, puis que les gens le savaient, c'était bon pour la souveraineté. Comment avez-vous vécu l'échec du référendum 95? Ben, plus mal que de ne pas avoir été nommé ministre de la Justice au début. Non, surtout que ça a passé tellement proche. Et puis, je n'ai pas apprécié beaucoup la remarque de M. Parizeau. Pourtant, j'ai tout admiré de lui, sauf cette remarque. Mais M. Parizeau n'a pas dit, comme tout le monde dit aujourd'hui, que l'argent est le vote ethnique. Non, il a dit l'argent est des votes ethniques. Bon. Quand on y pense, vous saisissez certainement la différence. Donc là, M. Bouchard arrive et vous êtes nommé ministre d'État à la métropole. Oui. C'est un nouveau ministère. M. Bouchard m'a appelé. Bon, il avait beaucoup apprécié mon travail jusqu'à date. Et il m'a appelé, mais il m'avait dit, et là, il m'avait posé sa conviction qu'il fallait absolument relancer Montréal, que Montréal était un poumon économique important et que si on relançait Montréal, ce serait bon pour l'ensemble du Québec. Il me donne 24 heures pour réfléchir. Alors, je réfléchis. Puis finalement, bon, pour toutes sortes de raisons, là, je me décide d'accepter. Mais je me souviens, on ne parlait pas de Montréal comme métropole à l'époque. Hein? Mais moi, je me souvenais, quand j'étais petit, que Montréal était la métropole du Canada. Puis on était bien fiers de tout ça. Puis on a cessé de parler de métropole quand Toronto est devenu la métropole du Canada. Et alors, quand je suis revenu le lendemain, j'ai dit à Bouchard, j'ai dit, OK, j'accepte. Puis j'ai dit, je vais te faire une autre suggestion. Nomme-moi ministre de la métropole. Ah oui. Je vais créer une nouvelle fierté. Parce que là, je vais être obligé de mettre bien des municipalités ensemble. Alors, il faut qu'elles se trouvent impliquées, oui, puis qu'elles se sentent partie de quelque chose de grand, dont elles sont des parties toutes essentielles. Quand vous arrivez à la nouvelle élection, alors en 1998, et que vous retrouvez la sécurité publique, vous êtes satisfait? Ah ben oui, certainement. C'est un ministère
dans laquelle j'avais performé. Je pourrais Mhm. continuer à Mhm. performer. Je pourrais voir le résultat aussi des mesures que j'avais prises à l'époque. Avec le Et de verglas, voir, oui, avec la crise du verglas notamment. oui. Et puis là, je vois que ça fonctionne très bien. Les plans d'urgence sont là, les indemnités sont prévues, le logement des victimes est prévu, tout Réglé. est prêt. On arrive en avril 2001. Il y Oui, a le sommet des Amériques oui. et on reproche beaucoup aux policiers une certaine brutalité. Les forces policières étaient très bien préparées et c'est certain qu'on était conscient de la chose mondiale qu'on pouvait Oui, la avoir. tension qu'il y aurait Mondiale. sur Maintenant, le Québec. parce que les affrontements entre les manifestants et les policiers, ben moi, je les ai regardés. Oui. Puis, moi, vous dire franchement, c'est parce qu'il y avait des manifestants qui désiraient ces affrontements. Mais là, on recevait les leaders d'Amérique, chose. Je comprends qu'il y avait une zone qui était interdite, puis qu'il fallait qu'elle soit respectée. Vous qui étiez plus jeune, qui vous projetiez souvent et toujours, même ça vous a forgé dans l'image du chef, est-ce que vous avez déjà eu l'intention ou le désir de devenir premier ministre? Oh mon Dieu! Plus que ça! Quand j'étais jeune, à un moment donné, j'avais été déçu de m'apercevoir que je ne pourrais pas être président des États-Unis parce que il faut être né aux États-Unis. D'accord. Il faudrait- Après Bon, avoir travaillé avec, avec M. Parizeau, M. Bouchard, M. Landry, avoir connu M. Lévesque, comment vous vous situiez par rapport à cette ambition, justement? Est-ce que le fait de les voir travailler puis de voir les difficultés faisait en sorte que vous, dans le fond, vous avez démystifié ce que c'était qu'être un leader, être un premier ministre? C'était pas si simple que ça. mon Dieu, je les ai vus souffrir, les trois. Je vous dis honnêtement, je pense que la- le travail de premier ministre du Québec, c'est le plus dur qui soit. Beaucoup plus qu'au fédéral. J'ai vu Parizeau souffrir, j'ai vu Bouchard souffrir beaucoup. J'ai vu, j'ai vu aussi Landry souffrir. Le nombre de problèmes, à la fois, d'infinie délicatesse, mais dans lesquels ils doivent intervenir. En tout cas, non, à tout prendre, je ne l'aurais pas été, mais je peux dire que euh, j'ai moins souffert Oui. aussi. En 2003, il y a une autre élection et vous n'êtes pas élu et vous décidez de vous retirer de la politique. Est-ce que c'était pour toujours ou vous aviez en tête peut-être de revenir à un moment donné? Ben, j'avais bien pensé que c'est ça. Raison, je disais, je veux pas être député de l'opposition. Bon, sinon, j'ai une bonne pratique et j'ai plaisir à Ah, l'exercer. Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais revenir, je vais revenir à ma pratique. Et maintenant, les délais judiciaires étant ah oui, épouvantables, j'avais des clients, mais je n'avais pas de procès. oui. Parce que Mhm. donc, je n'avais pas retrouvé le plaisir que j'avais à ma pratique d'être en cours souvent. Mhm. Et puis, bon, évidemment, il y avait des militants, puis les, les militants du Bloc, c'est beaucoup des militants du Parti québécois aussi, puis etc. Puis dans le comté, on m'avait bien aimé. Et il y avait un nouveau comté qui a été créé, qui était Marcorel-Fortin, où une partie qui était du côté de la rivière de Méline. Oui, Et alors, la partie au sud de la rivière de Méline correspondait à la Vallée des Rapides. oui, Alors, c'était pas mal les mêmes militants. oui. Alors, euh, il y en a qui m'ont approché. Quand ils m'ont approché, je me suis dit, bon, au fond, pourquoi pas aller voir, là? On, Mhm. aller voir à Ottawa. Mais en fait, si on finit par la faire, la souveraineté, c'est bon
de, De de savoir préparer. parler. Non, oui, parce que quand même, je suis permis, je pense, à des souverainistes qui ne détestent pas les Canadiens anglais. Mhm, C'est mhm. juste que pour la majorité d'entre eux, on a un problème. Oui, Alors qu'il y en a quand même beaucoup chez eux qui considèrent que c'est une richesse oui. que nous sommes. Mhm. Bon, et c'est ceux-là qu'on montre, puis c'est ceux-là, de toute façon, qu'on voit généralement au Québec. Quand vous siégez à la Chambre des communes, quels sont les travaux qui vous tiennent le plus à cœur? Ah, ben moi, c'est sûr que il y a des choses, le contrôle des armes à feu, ça, définitivement. Et puis, une des professions auxquelles j'avais pensé à un médecin, c'était aussi le journalisme. C'est assez compréhensible par le fait que j'avais dirigé des journaux pendant Mhm. tout le temps où j'étais étudiant, n'est-ce pas? Euh, et, et puis, donc, j'étais sensible aux problèmes des journalistes. Et l'un de ces problèmes-là, c'est notamment l'accès aux sources. Puis, je connais les résistances à celle de garder secret les règles journalistiques. Mais je connais la valeur Oui, de pouvoir garder, protéger les sources. de protéger les sources journalistiques. Quand on m'a demandé de présenter mon projet de loi, j'ai dit, tiens, ce serait bon qu'au gouvernement fédéral, on reconnaisse aussi. Hmm. C'est d'autant plus important que ce soit au gouvernement fédéral, parce que c'est là que ça se pose le plus. C'est dans des contextes de droit criminel que ces choses-là Mhm. aussi peuvent avoir beaucoup d'importance. En 2010, vous avez vécu un épisode un peu douloureux avec des révélations de Radio-Canada au sujet de supposées tractations du maire Vaillancourt à votre égard. Et vous avez beaucoup réagi, vous en avez beaucoup parlé. Est-ce que, selon vous, premièrement, qu'est-ce que ça vous a fait, cet épisode-là? Ben, vous savez, c'est assez drôle. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que ça m'a fait cet effet-là? Parce qu'au fond, j'ai le beau rôle là-dedans. Oui. Et puis, je savais parfaitement que je le tenais. Écoutez, moi, je connaissais la réputation, je n'avais pas de preuves de ça, mais je savais bien qu'il était surtout élu à cause de l'argent qu'il avait pour, pour, pour ses supporters, Mhm. pour les candidats qui présentaient comme conseillers municipaux. Comment il l'obtenait? Bon, je lisais les journaux, j'entendais les rumeurs, puis etc. Peut-être, mais moi, j'avais dans l'esprit qu'il est élu, euh, on va collaborer ensemble autant qu'on peut. Je ne me souviens plus dans quelles circonstances, mais à un moment donné, il m'est arrivé avec une enveloppe, euh, une enveloppe fermée, ben fermée, un peu Juste entrouverte. assez entrouverte. Juste assez entrouverte pour que je reconnaisse la couleur des billets bruns qu'il y avait là. Puis il dit, tiens, ça va vous aider pour vos élections. J'ai dit, Michel, j'ai dit, c'était instinctif, c'est drôle. Je l'ai fait. Hey, voyons donc, Gilbert, etc. J'ai dit, si j'ai besoin d'argent, on l'emprunterait ou je regarde ce que faire et lire. On fait, en tout cas, j'en vois pas. Alors, bon, c'est tout. Je pense que ça l'a surpris. Là, Oui. puis il l'a remis dans sa poche. Bon, moi, j'ai pas fait. J'ai pas révélé ça publiquement. OK. Parce que, ben, d'abord, comme je vous dis, je pensais que c'était important. Tant qu'il était élu, je devais collaborer avec lui. Mais à un moment donné, il y a un journaliste qui m'approche à un moment donné, puis il me dit, Monsieur Ménard, j'aimerais ça parler un peu de Laval, je vais vous rencontrer. Et bon, c'est correct, ça fait plaisir. Là, on commence à jaser, puis là, il se jase, mais à un moment donné, est-il pas vrai, M. Ménard, que le maire de Laval vous a présenté une enveloppe d'argent, puis que vous avez refusé? Là, c'est drôle. Comme j'avais décidé, moi, de ne pas parler,
ça m'a donné comme un choc. Je réponds pas oui tout de suite. Mais ça m'a pris un certain temps avant de décider. Mais là, je me suis dit, bon, ben, écoute, c'est évident qu'il le sait. C'est évident qu'il va en parler. C'est évident que mon silence est éloquent. Oui. Oui, j'ai refusé. Et puis, je savais bien ce que ça déclencherait. Et, mais j'avais plus à collaborer avec lui. Franchement, à ce moment-là, je pense que j'étais plus nulle part. Alors, après votre départ de la politique, à quoi vous avez consacré votre temps durant votre retraite? Qu'est-ce qui vous occupe? Qu'est-ce qui vous occupe? Bon, la retraite, vous savez, j'ai passé ma vie à avoir du travail en retard, à avoir toujours trop de travail. Et le matin, me lever en disant, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Bien, la retraite, c'est qu'est-ce que j'aurais plaisir à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait plaisir de faire aujourd'hui? C'est ça le matin. C'est, bon, j'ai fait ma part. Ma famille est une réussite. Et puis, je pense que ma carrière politique a été belle. Je n'ai pas été jusqu'au plus haut sommet, mais Dieu merci, mais je n'ai pas été au sommet qui était très, très souffrant non plus. J'ai eu une belle... Bon, c'est le temps de profiter de tout ce que j'ai... De tout ce qui me ferait plaisir, chose. De la musique, de l'art, bon, des voyages, et ainsi de suite. Donc, je me récompense, au fond, à ma retraite. Et je trouve ça très agréable. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui débute en politique aujourd'hui? Soyez heureux avant de faire la politique. Les méchants sont des gens malheureux. Et les criminels aussi, je vous le dis. C'est peut-être pas ça. Il faut que vous soyez en paix avec vous-même, que vous ayez de grands idéaux, c'est parfait. C'est parfait. Mais le bonheur amène un équilibre qui est important en politique. Et qui est important pour assumer des nouvelles responsabilités. Et sûrement qui est important pour gérer les très nombreux contacts que vous aurez en politique. Et c'est important d'avoir des relations civilisées en politique. C'est d'échanger des idées. D'échanger avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées. Oui. Les examiner. Pour ça, il faut être en paix avec soi-même. Monsieur Ménard, merci pour ces entretiens. Merci beaucoup de votre invitation. Monsieur Ménard, qu'est-ce que ça vous fait d'entrer au Salon Bleu? Ça rappelle beaucoup de souvenirs. La plupart du temps, de bons souvenirs. Comment est-ce que vous viviez avec la ligne de parti? Moi, je vivais très bien. Je pense que c'est à la fois nécessaire, compréhensible, inévitable, et au fond, fort utile. Faire de la politique, c'est s'unir. Faire de la politique dans une société démocratique, chacun a sa voix, chacun a ses idées. Mais il faut, pour pouvoir gouverner, qu'on s'entende sur un certain nombre d'idées et pour prendre des décisions ensemble. Et on prend des décisions ensemble. Donc, on doit admettre que toutes les décisions ne seront pas celles qu'on aurait rendues soi-même, hein, mais qu'elles correspondent quand même à l'essentiel des idées que nous partageons. Merci beaucoup. Merci.